Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Donc là, cette vidéo est très exceptionnelle puisque je n'en ai jamais fait de ce type. C'est-à-dire que je vais parler des problèmes techniques du F-35 qui est fabriqué par Lockheed Martin, du F-22 Osprey qui est fabriqué par Boeing et de la capsule spatiale Starliner qui est aussi fabriquée par Boeing. Alors vous allez me dire pourquoi je parle de ces trois engins, parce que ces trois engins représentent des catastrophes en elles-mêmes à plusieurs niveaux: performance, fiabilité, sécurité, coût. Et mais le problème, c'est que ce sont des catastrophes au point que cela en devient dangereux. Alors, nous allons voir tout cela en détail. Et pourquoi je parle de ces trois engins particulièrement? Parce qu'ils représentent de manière emblématique l'effondrement des États-Unis. Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'effondrement des États-Unis à tous les niveaux: sociétal, militaire, économique, agriculture, etc. J'ai fait plusieurs vidéos sur l'effondrement des États-Unis. Et bien entendu, cela se ressent dans tous les secteurs. Et le secteur dont je vais parler, c'est-à-dire le secteur militaire et ses problèmes de sécurité, de maintenance, de coûts, etc., on n'en parle que très rarement. Alors, dans le sens où on n'en parle que dans les médias spécialisés. Grâce à mes généreux donateurs, je suis abonné à beaucoup de magazines spécialisés, de sites spécialisés, etc. D'ailleurs, j'en remercie beaucoup mes généreux donateurs pour cela. Euh, mais c'est emblématique, très très emblématique, très très symbolique, parce que, parce que le F-35, le F-22 Osprey et le Starliner, c'est le summum de la technologie américaine. Là, pour le coup, en ce qui concerne le militaire, sauf pour la capsule Starliner, mais c'est ce qui est de mieux en technologie. Mais bon, des fois, le mieux, c'est l'ennemi du bien, comme on va le voir ici. Et nous allons commencer avec un extrait d'une vidéo de Xavier Titelman. Et oui, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon opinion sur Xavier Titelman, l'impensable est arrivé sur ma chaîne Réinformation sur le monde. Alors moi, je suis pas du genre à tuer le messager quand le message ne me plaît pas. Moi, peu importe la source, si le contenu est de qualité, peu m'importe qui dit quoi que ce soit. Cela n'a aucune importance me concernant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité du contenu. Donc, je prends quand cela m'intéresse. Donc là, je reprends Xavier Titelman qui a fait un travail, il faut le dire, absolument remarquable. J'ai presque envie de dire exhaustif sur le F-35. Alors là, j'ai pris un extrait, je dis bien, de sa vidéo parce qu'elle est fort longue. Je n'ai pris que une partie puisque sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Et puis le point de cette vidéo, c'est de parler de l'effondrement des États-Unis avec ces trois exemples emblématiques que sont le F-35, le V-22 et le Starliner. C'est pas de regarder de manière exhaustive tous les problèmes techniques de coût, de maintenance, comme l'a fait très bien d'ailleurs Xavier Titelman. C'est pas le but de cette vidéo. Donc vous allez voir ça, c'est extrêmement intéressant. Et comme je viens de le dire, on va parler du V-22 Osprey qui a plus ou moins les mêmes problèmes que le F-35, en beaucoup beaucoup moins nombreux, et, mais qui en dit très long de ce qui se passe dans ces entreprises. Alors là, c'est deux entreprises, là c'est Lockheed Martin et Boeing, mais c'est extrêmement représentatif. Alors, je vais
peut-être refaire, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, faire une vidéo à part qui explique le pourquoi de cet effondrement là dans la technologie, hein, vraiment je parle que de la technologie, le pourquoi cet effondrement du complexe militaro-industriel américain à tous les niveaux. Donc là je me suis penché sur ces trois engins, mais en fait il y a des problèmes colossaux pour tout ce qui est militaire. Il y a eu un rapport du Pentagone qui est sorti il y a très peu de temps, je crois il y a une semaine à peu près, qui pointe du doigt tout un tas de problèmes, et dont le fameux alors DEI en anglais, c'est-à-dire le Diversity, Equity, Inclusivity. Alors, c'est quoi le DEI? Ça a été inventé en réalité par BlackRock, et c'est poussé par BlackRock dans toutes les grandes entreprises du monde, occidentales, bien sûr. Et en particulier dans le complexe militaro-industriel. Alors, j'aimerais faire une vidéo à part, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cet effondrement qui montre que l'effondrement sociétal des États-Unis, voir les trois vidéos que j'avais faites sur l'effondrement des États-Unis, parce que j'en ai fait plusieurs qui vous montrent à tous les niveaux, militaires, économiques, sociétal, etc. J'avais fait un point assez complet de l'effondrement des États-Unis. Effondrement inéluctable, hein. Ils ne peuvent strictement rien faire pour redresser la barre. C'est trop tard. Et je l'avais démontré dans ces vidéos-là. Et donc, là j'aimerais faire une vidéo qui montre cette dégénérescence au sein de ces entreprises militaires, que sont principalement Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Boeing. Et voilà, principalement dans ces quatre entreprises. Et vous allez voir que la charte du DEI est centrale dans ces entreprises militaro-industrielles, de manière très étonnante, parce qu'on se dirait que dans des secteurs très militaires, ce qui compte c'est l'efficacité, et là on n'applique pas les politiques qui sont appliquées dans la société. Eh bien si, même ces secteurs-là n'y échappent pas aux États-Unis, mais c'est de manière extrême, hein. Et donc en fait, c'est tellement infernal que j'envisage de faire une vidéo exclusivement là-dessus, étant donné ce que j'ai appris. Parce que quand j'ai vu les problèmes du F-35, du F-22 et du Starliner, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose derrière. Et ben oui, en fait, c'est toute la société américaine s'effondrant, nul n'y échappe. Nul n'y échappe. C'est d'ailleurs la même chose au Canada et au Royaume-Uni. C'est la même chose, ou comme en France. Et oui. Bon, bref, je vais m'arrêter là pour éviter d'être trop long. Il n'y aura pas de conclusion à cette vidéo. Donc à nouveau, je vous le redis, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci encore à tous de votre soutien à cette chaîne, et toujours, soyez curieux. F-35, le chasseur furtif américain proposé par Lockheed Martin et qui enchaîne à la fois les contrats d'exportation ainsi que les déconvenus. En particulier, l'appareil souffre toujours de plusieurs centaines de défauts dont certains sont jugés critiques. Ses coûts d'exploitation sont toujours très au-dessus des attentes, avec des dizaines d'avions qui sont en ce moment cloués au sol, faute d'avoir l'autorisation de voler. Depuis presque 3 ans, et la première vidéo que j'avais réalisée sur le F-35, est-ce que la situation s'est améliorée ? Alors d'abord, il y a les données qui sont mesurables, comme par exemple la disponibilité des appareils, et là, c'est plutôt le contraire, c'est de pire en pire. Et si on prenait uniquement les F-35 qui sont capables d'effectuer la totalité des missions qui sont prévues, la disponibilité chute à seulement 30%. Et le rapport précise qu'en 2023, le F-35 subit une panne critique tous les 10h30 de vol, avec en plus 27% de la flotte qui attend des pièces de rechange entre octobre 2022 et septembre 2023 pour pouvoir reprendre les airs. Selon le site Defense News, plus d'1 million de pièces détachées pour F-35 perdues par le département de la Défense et Lockheed.
Plus d'1 million de pièces détachées pour F-35 d'une valeur d'au moins 85 millions de dollars ont disparu au cours des 5 dernières années au moins, selon un rapport du Government Accountability Office critiquant le suivi des approvisionnements du programme. Donc parmi les facteurs bloquants, il y a le fameux logiciel de préparation de mission et de gestion de la maintenance des F-35 qui s'appelle Alice. Pour le dire très clairement, ce logiciel il a été tellement mal conçu dès le début que les responsables du programme du F-35 ont choisi de repartir de zéro plutôt que d'essayer de le corriger. Et le nouveau logiciel doit s'appeler Odin. Et donc plutôt que d'essayer de corriger Alice, qui continue à exister encore aujourd'hui, ils passent sur cette nouvelle version, ce qui fait qu'Alice continue à être problématique et qu'ils n'ont toujours pas de solution, puisque Odin, qui devait être déployé à partir de 2022, et bien maintenant ce sera au mieux à partir de 2025, et seulement pour une partie de la flotte, parce que Odin ne sera pas compatible avec les anciennes générations du F-35, il va donc falloir faire évoluer également. Et donc on pourrait espérer qu'après 2025, il y ait une amélioration de la disponibilité d'une partie seulement de la flotte de F-35. Alors l'un des gros problèmes également sur l'appareil, c'est l'accumulation des problèmes sur son moteur, qui s'appelle le F-135, qui est critiqué à la fois par les pilotes pour son manque de puissance en comparaison avec le F-16, mais en plus qui s'use beaucoup plus rapidement que prévu, il surchauffe en particulier, sauf qu'à l'origine il n'y a pas eu de process industriel qui permettent de fournir les pièces détachées au rythme où ils en ont besoin, et vous avez une partie de la flotte mondiale de F-35 qui ne peut simplement pas voler, faute de moteur et de pièces détachées, avec des restrictions à l'usage des F-35. Par exemple, la flottille de démonstration du F-35, ils leur ont demandé de réduire leurs heures de vol, simplement pour pas user les moteurs et encombrer les lignes de maintenance. Donc logiquement, il fallait développer un nouveau moteur, mais la décision elle a été reportée depuis de nombreuses années, et c'est finalement une solution à minima qui a été choisie en mars dernier. Le moteur n'aura finalement droit qu'à un patch logiciel qui s'appelle ECU pour Engine Core Update, et cette mise à jour doit permettre d'accroître la poussée de 7% tout en réduisant la consommation de carburant de 7%, mais aussi avec une meilleure gestion du refroidissement du moteur. Et si tout va bien, ce projet doit aboutir en 2030, c'est-à-dire qu'il aura quand même pris 2 ans de retard en 2 ans, sans régler les problèmes de fond du F-35 encore une fois. Et si on regarde la dimension maintenant purement capacitaire de l'appareil, il y a des défauts structurels sur la conception de l'avion qui sont de mieux en mieux connus, de mieux documentés, et qui ne pourront pas réellement évoluer. Par exemple, quand l'architecture de l'appareil a été validée, on n'imaginait pas l'évolution des radars, qui ont besoin de plus en plus de superficie plate, si bien que le nez de l'avion n'est aujourd'hui pas adapté, trop petit, pour y faire tenir les nouvelles générations de radars. Et de la même manière, ces entrées d'air sont optimisées pour la furtivité, du coup elles sont relativement petites, mais cela ne permet pas au moteur de l'avion d'avoir une poussée aussi efficace que les avions précédents, ni même de générer assez d'électricité pour refroidir un radar de nouvelle génération. Ça va aussi limiter la puissance de la guerre électronique offensive, voire même interdire l'installation ultérieure d'armes à énergie dirigée. Donc il y a ces fameux 866 défauts répertoriés sur l'avion en 2021, dont seule une poignée a été résolue. Donc à titre d'exemple, la mousse d'isolation des réservoirs de carburant était soluble dans le carburant. Ils ont aussi dû modifier le câblage de la soute armement qui avait provoqué un incendie, ainsi que la perte d'un avion. Ils ont réussi à régler le problème logiciel qui affichait que la batterie était vide dès qu'il faisait moins 34 degrés et ça empêchait l'avion de démarrer. Pour ce qui est de l'interdiction de voler à moins de 50 km des orages, il a fallu attendre mars 2024 pour que le problème soit résolu, alors que le souci il est quand même connu depuis au moins 2020. Et ils ont également réussi à résoudre les problèmes de résonance qui avaient provoqué la destruction du moteur, notamment dans ce crash où le pilote avait heureusement réussi à s'éjecter. Et là aussi, il a fallu attendre juin 2023 pour résoudre un problème majeur connu depuis le premier incident grave qui avait eu lieu en mars 2020. Mais globalement, même s'il y a aujourd'hui quelques infos sur les rares problèmes qui ont été résolus, les USA ne fournissent plus de chiffres, et donc on est toujours certainement au-delà de 800 défauts sur l'appareil, d'autant plus que les nouveaux problèmes surviennent avec les mises à jour de l'avion, avec les nouvelles incompatibilités qui arrivent avec l'arrivée de nouveaux systèmes. Car oui, là par contre on est vraiment sur une évolution, on en sait un peu plus sur les mises à jour de l'avion, qui doivent permettre de faire face à plusieurs défis. D'abord, il y a l'obsolescence de plusieurs systèmes qui sont officiellement reconnus par Lockheed Martin, comme par exemple les bus de communication interne, également des processeurs reconfigurables qui s'appellent les FGPA et qui ne savent plus suivre les besoins de l'avion, ou encore la puissance de calcul embarquée qui est aujourd'hui clairement trop faible. Donc globalement c'est de l'électronique et c'est normal qu'elle soit dépassée puisque le développement de l'avion il a quand même commencé au siècle dernier.
Sauf que les ingénieurs à l'époque, ils n'avaient pas pris en compte les futures évolutions nécessaires pour que l'avion puisse rester à jour, si bien que certaines de ces pièces, de ces équipements, ils sont directement intégrés à la structure de l'avion, parfois intégrés au fuselage, et ils ne peuvent simplement pas évoluer. Et de même, on a certains capteurs qui sont prévus pour un emplacement et une alimentation électrique qui sont bien définis, et ça ne permet pas d'intégrer des capteurs modernes, ce qui impose de réviser les ambitions de l'avion à la baisse dans l'optique du développement du standard au bloc 4. Car oui, encore aujourd'hui, les avions qui sont en production sont des avions de pré-série. Ce n'est pas encore l'avion définitif tel qu'il devait être prévu dès l'origine. Et le bloc 4, c'est la première version d'appareil qui est considérée comme pleinement opérationnelle. C'est-à-dire que les défauts seraient résolus, l'appareil aurait réellement une capacité multimission, même si personne ne croit réellement aujourd'hui que le F-35 puisse par exemple remplacer des appareils comme le A-10 dans le domaine du soutien aérien rapproché, alors que normalement il devait aussi être capable de faire ses missions aussi bien, voire mieux. Et dans le détail, le bloc 4 doit théoriquement apporter 66 nouvelles fonctionnalités à l'avion d'ici 2026, puis encore 80 d'ici 2029, ce qui donnera enfin à l'appareil des capacités en anti-navire. Ça doit aussi lui permettre d'obtenir une capacité anti-interdiction de zone qu'on appelle le A2AD, et il y aura aussi la capacité de la guerre électronique offensive qui était prévue depuis l'origine, ainsi que la possibilité d'emporter la bombe atomique, et ça c'est quelque chose qui a déjà été validé. Sauf que l'avion, tel qu'il a été livré jusqu'à maintenant, il n'est même pas capable d'être mis à jour pour atteindre ce bloc 4. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir modifier matériellement certains équipements qui sont embarqués vers un standard matériel intermédiaire qui s'appelle le Technology Refresh 3 ou TR3. En théorie, les avions qui étaient livrés au standard TF3 qui permettait de mettre à jour l'avion vers le bloc 4 derrière, ils devaient être livrés à partir de l'année 2023 pour pouvoir intégrer le bloc 4 à partir de 2029, mais le niveau des appareils livrés au TR3 est jusqu'ici tellement inférieur aux exigences technologiques établies que même le Pentagone a refusé de réceptionner les avions, si bien qu'il y a près de 80 F-35 qui sont aujourd'hui interdits de vol, y compris pour réaliser les vols de certification, et donc les optimistes espèrent désormais avoir un TR3 disponible en 2025. Mais ça signifie néanmoins que le bloc 4 qui est prévu en 2029, si on avait pu commencer les vols d'essai en 2023, il est lui aussi théoriquement décalé au mieux dans les optimistes de 2 ans. Et c'est pas tout, car outre cette mise au point qui traîne, on apprend désormais que la simple évolution du TF2 vers le TF3 va coûter, accrochez-vous, 25 millions de dollars par avion. Et ensuite, une fois que vous avez le TF3, il faut encore mettre 25 millions de dollars pour pouvoir atteindre le bloc 4 avec le radar APG-85 qui intègre notamment ces fonctions de guerre électronique qui sont prévues depuis le début et le moteur F-135 ECU corrigé, sachant que l'avion, il est vendu en général entre 80 et 90 millions de dollars, donc 50 millions de dollars juste pour une mise à jour, pour le mettre à niveau de ce qui était prévu dès le début. Évidemment, c'est des coûts qui sont juste disproportionnés et imprévus à l'origine. Et là, encore une fois, on ne parle que des dérapages qui sont déjà connus et qui sont déjà certains. Par exemple, le développement du bloc 4 n'est pas encore totalement défini, alors que le coût de cette simple mise à niveau est passé de 10,6 milliards à plus de 16 milliards et demi. Et donc en mai 2024, vous avez le GAO, qui est l'équivalent américain de la Cour des comptes, qui a évoqué de nouveaux risques de dérive dans le temps et d'augmentation des coûts, puisque les exigences ne sont toujours pas fixées pour le bloc 4, que les technologies restent immatures malgré les dépenses qui sont pourtant gigantesques, sans oublier de nouvelles incompatibilités qui ont été découvertes au fur et à mesure que les nouveaux composants sont intégrés, ce qui accroît encore les délais et les coûts. C'est réellement un cercle vicieux dans lequel le F-35 est rentré. D'ailleurs, quand on regarde les coûts, là, c'est une catastrophe. Faut être clair, par exemple, la Cour des comptes américaine dit que l'avion coûte plus de 42 000 $ de l'heure de vol, ce qui est très loin de l'objectif de 27 000 $ qui était initialement espéré pour 2025, alors que le montant de 27 000 $ est toujours aujourd'hui celui qui est promis par Lockheed Martin et celui sur lequel les clients de l'avion continuent à préparer leur plan de flotte et le volume d'heures de vol qu'ils vont pouvoir réaliser. Et donc parmi les postes de dépenses que l'avion n'arrive pas à réduire, il y a les coûts de maintenance qui étaient déjà de 6,2 millions de dollars par avion par an au lieu de 4,1 millions de dollars. C'était le chiffre de 2022. Et selon le porte-parole du Joint Program Office, ça augmente encore pour atteindre 6,6 millions de dollars par an et par avion en 2024. Alors on peut quand même espérer que ça s'améliore avec le temps et notamment l'arrivée de Odin, encore une fois pour une petite partie de la flotte.
Sauf que la Cour des comptes américaine a sorti un rapport en avril dernier dans lequel il réévalue le coût d'exploitation de la flotte américaine de seulement, on va dire, 1100 milliards de dollars prévus en 2018 à désormais 1580 milliards de dollars pour faire voler l'avion jusqu'en 2088, soit une hausse de 44%, alors même que le volume, le nombre d'heures de vol qui va être réellement réalisé a été revu à la baisse. Et tout ça porte le coût d'acquisition global des 2470 F-35 prévus à plus de 2000 milliards de dollars sur la totalité du programme, d'après le deuxième rapport qui a été publié au mois de mai, encore une fois, par le GAO. Donc, on a même les étrangers qui s'en plaignent également. Par exemple, la Norvège, en décembre 2023, elle a émis un rapport dans lequel elle détaille l'évolution du prix de l'appareil. À l'origine, le pays avait commandé 52 avions en 2012 pour environ 8 milliards d'euros, avec des coûts d'exploitation qui étaient alors évalués à 12,7 milliards d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, le coût d'exploitation des F-35 est passé à 28,5 milliards. Donc on passe de 12,7 à 28,5, c'est plus qu'un doublement. Et ça s'explique notamment par la maintenance qui est trop chère, par l'évolution du taux de change entre le dollar et la couronne norvégienne, mais aussi par une sous-évaluation des investissements nécessaires dans les infrastructures et les équipements au sol, ou alors dans la formation beaucoup plus complexe que prévu pour les personnels qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l'avion. Et quand on parle d'outils et d'équipements au sol, il y en a un exemple qu'on m'a expliqué il n'y a pas très longtemps, si le F-35 se pose sur un aéroport imprévu, en fait, il ne peut pas se refroidir tout seul, il faut des équipements extérieurs pour le brancher, sinon tout simplement une partie de son électronique va griller, il n'est pas capable de se refroidir tout seul. En Suisse, le F-35, ils sont toujours attendus dès 2027, alors que le simple coût d'acquisition des avions est passé de 5 à 6 milliards de francs suisses. Et ce qui est drôle, c'est que la Suisse a obtenu que les surcoûts dans les frais d'exploitation de l'avion soient pris à la charge des USA jusqu'en 2031, sauf que la Suisse doit justement recevoir les F-35 au bloc 4. Sauf qu'aujourd'hui, les optimistes estiment que le bloc 4 ne sera livré qu'à partir de 2030, avec plusieurs années de retard. Donc des livraisons pour la Suisse, ce serait potentiellement encore plus tard. Donc l'intégration des coûts à la charge des États-Unis jusqu'en 2031, sachant que la Suisse ne recevrait au mieux ces avions qu'en 2030, ça veut dire que c'est seulement une année pendant laquelle c'est les États-Unis qui vont payer les surcoûts, et ensuite pendant les décennies et les décennies suivantes, évidemment, ça va être à 100% aux frais de la Suisse. Mais là encore, ce n'est pas tout, puisqu'en réception de leurs avions en retard, l'armée de l'air suisse va devoir prolonger la durée de vie de ses F-18, alors que certains appareils ont déjà des criques, d'après le journal Tages&Zeiger, et il y a une estimation du surcoût du prolonger les avions F-18 jusqu'en 2035, qui était déjà à l'époque de 1,75 milliard de francs suisses. Et ce qui est rigolo, c'est que l'office de l'armement suisse, qui s'appelle Arma Suisse, qui est en charge du programme d'acquisition de l'avion, il a précisé que le contrat passé entre les États-Unis et la Suisse ne comprend aucune compensation financière en cas de retard des livraisons du F-35, donc c'est vraiment à totalité à la charge du contribuable suisse. Bref, je ne vais pas vous faire la liste de tous les problèmes qui sont répertoriés sur l'avion. D'abord, mais c'est ça le principal, il apparaît que le coût de mise à niveau des avions au standard TF3 puis au bloc 4 n'avait pas été intégré dans les différentes ventes qui avaient été réalisées, c'est-à-dire qu'il y a des exportations sur lesquelles les pays ne pourront jamais financer la modernisation de l'avion pour en faire un usage tel qu'il était prévu à l'origine. Et puis au fur et à mesure, il y a aussi plein de mauvaises surprises qui apparaissent, comme par exemple le bruit qui est très au-dessus du niveau qui a été annoncé, ce qui rend les abords des aéroports invivables. Par exemple, aux États-Unis, dans le Vermont, ils ont estimé qu'il faudrait 26 ans et 85 millions de dollars pour simplement isoler les 2600 maisons qui sont touchées par des niveaux de bruit qui sont trop élevés. Et on a déjà des plaintes similaires avec des maisons devenues inhabitables et qu'il faut racheter au Canada ou en Norvège. Alors vous regardez l'Australie, la Corée du Sud, les Pays-Bas, les autorités se plaignent d'avoir moins d'heures de vol à réaliser, faute de disponibilité sur les avions, mais à un tel point que les pilotes ne peuvent plus aujourd'hui maintenir leur qualification. Ce à quoi Lockheed a répondu, c'est pas grave, vous avez qu'à acheter plus d'avions. Eux, de toute façon, ils gagnent à tous les coups. Sauf que même si ces pays achetaient plus d'avions, à 42 000 $ de l'heure de vol, évidemment, ils ne peuvent pas se permettre de les faire voler autant que prévu, et donc il y aura forcément une baisse de capacité opérationnelle. Et pour vous donner un ordre de grandeur équivalent, le Rafale, il est aujourd'hui en dessous de 17 000 € de l'heure de vol. Oui, c'est pas le même avion, il n'est pas furtif, et d'ailleurs c'est la furtivité qui coûte très cher sur le F-35, mais néanmoins, on est très au-delà de ce qui avait été annoncé. Les coûts ne sont absolument pas contenus pour l'exploitation de l'appareil.
Alors, au vu de tous ces éléments, on peut se poser la question, et pourquoi est-ce que le F-35 continue toujours à se vendre? Alors d'abord, il y a les pays qui ont passé commande bien avant que le programme ne s'embourbe, comme par exemple la Norvège ou l'Australie, et eux, ils ne pouvaient simplement pas savoir. Ensuite, il y a les pays comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne ou l'Italie, qui n'avaient simplement pas le choix s'ils voulaient pouvoir continuer à être capables de lancer les bombes atomiques américaines qui sont déployées en Europe. Viennent ensuite tous les pays qui ont des porte-aéronefs sans catapulte et qui n'ont absolument pas d'autre choix puisqu'il y a un monopole mondial sur les avions à décollage court et à atterrissage vertical avec le F-35B, ce qui est le cas par exemple de la Grande-Bretagne, du Japon, de la Corée du Sud ou même de la Thaïlande qui avait fait une demande pour l'avion. Et viennent ensuite les pays qui veulent tellement être affiliés aux États-Unis qu'ils ne se laissent pas d'autres options, à l'image d'Israël, du Japon, de la Corée du Sud ou même de la Pologne. Et puis il y a des choix qui sont étonnants, comme celui par exemple de la Suisse, dont on a déjà parlé, ou encore de la Finlande, qui avait choisi l'avion après une compétition réelle, a priori ouverte et sûre. Sauf qu'on découvre aujourd'hui que le pays a payé ses avions 30% moins cher que la Norvège, alors que la Norvège est impliquée dans le développement de l'avion depuis des années et des années, qui doivent avoir des tarifs préférentiels. Et donc aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que les États-Unis ne vendraient pas l'avion à perte, ce qui est totalement interdit dans le cadre de ce qu'on appelle les Foreign Military Sales, qui sont les ventes américaines de État à État. Et donc ce serait une façon de forcer la main et de truquer les compétitions en vendant les avions à des prix qui sont pas seulement compétitifs, mais qui sont à perte, sachant qu'ensuite, évidemment, Lockheed Martin va récupérer l'argent avec les abonnements obligatoires aux logiciels de maintenance et qui sont payants, avec la vente des équipements au sol pour laquelle ils sont en monopole, mais aussi pour la vente des bibliothèques de guerre électroniques qui sont incomplètes à moins de payer en permanence les mises à jour. Donc au final, la question c'est quand même de savoir s'il apparaît réellement à la hauteur des attentes, mais surtout à la hauteur du coût. Alors maintenant, on va voir le site Air and Space Forces Magazine qui nous présente le V-22 Osprey. C'est lui. Donc c'est un hybride avion-hélicoptère. Donc il a de cela remarquable que son moteur peut être à l'horizontale en position avion et à la verticale en position hélicoptère. Donc c'est une excellente idée hein, de faire ce genre d'engin. Les Américains ont fait une prouesse technique, mais vous allez voir, ce n'était pas sans conséquence. Une panne de boîte de vitesse a causé le crash d'un V-22 Osprey de l'armée de l'air selon une enquête. L'accident d'un CV-22 Osprey de l'armée de l'air l'année dernière au large du Japon, qui a tué 8 aviateurs, a été causé par une panne catastrophique dans les boîtes de vitesse d'un avion qui a conduit à une perte de contrôle irrécupérable alors que l'équipage était sur le point d'effectuer un atterrissage d'urgence, selon une enquête de service publiée le 1er août. L'accident et plusieurs autres accidents mortels survenus ces dernières années ont conduit à une immobilisation de la flotte entière d'Osprey de l'armée pendant plusieurs mois. Les problèmes de longue date de l'Osprey avec la boîte de vitesse ont suscité des questions sur l'avenir de l'avion. L'accident de novembre, qui a ébranlé la communauté du commandement des opérations spéciales de l'armée de l'air, a conduit le commandement à repenser à limiter l'utilisation de l'Osprey par le service pour l'instant et à réévaluer le nombre de pilotes et d'équipages de CV-22 dont il a besoin. Le crash fut le plus meurtrier de l'histoire de l'Air Force. 11 accidents impliquant l'Osprey ont eu lieu depuis 1992, au cours desquels 61 personnes ont perdu la vie. 61 personnes ont perdu la vie. C'est carrément dingue. Il existe environ 400 variantes du V-22 dans l'Air Force, la Navy et le Marine Corps. Alors c'est pas fini. Là maintenant, on a military.com qui nous dit l'armée arrête discrètement d'acheter des Osprey alors que l'avenir des appareils est incertain. Là, vous voyez mieux l'appareil. Alors c'est vraiment dommage, hein, parce que l'armée américaine, dans les années 90, a eu une idée absolument géniale de construire cet engin. L'engin en soi est remarquable. Il est remarquable en bien des points et est absolument très intéressant pour l'utilité militaire. C'est un appareil qui est très intéressant. Et en fait, il peut apporter un gain absolument remarquable pour l'armée.
ça c'est certain. Mais depuis 1992, ils n'arrivent pas à résoudre ce problème d'engrenage. Vous imaginez? Alors, comment voulez-vous, après, là on est en 2024, qu'ils fassent des missiles hypersoniques? On comprend maintenant pourquoi les Américains n'arrivent pas à fabriquer des missiles hypersoniques. Ils butent déjà pour résoudre un problème d'engrenage, de boîte de vitesse. Vous imaginez un petit peu? Alors là, l'avenir, oui, de cet appareil est incertain, mais c'est vraiment dommage, parce que c'est un appareil qui est réellement révolutionnaire, et cet appareil fait partie des appareils absolument remarquables, comme le B-2, qui a été créé aussi par les Américains, donc le bombardier furtif. Mais bon, c'est toujours la même chose. On est à la limite de la technologie, ça coûte une fortune déjà à la création, ça coûte une fortune en maintenance, et on a atteint le point extrême avec le B2 qui coûte plus de 2 milliards de dollars l'unité. Et quand je dis plus de 2 milliards de dollars, c'est parce que ça date là les chiffres de janvier 2020. Donc le B2 coûte un prix absolument grotesque et ridicule. C'est ridicule. Alors c'est un avion extraordinaire, d'accord, ça c'est vrai, mais le prix n'en vaut pas la chandelle. Et pour la petite anecdote rigolote, le fait qu'il ait cette forme sans structure verticale, eh bien cette conception de la furtivité, ça vient d'un physicien russe en 1962, pour l'anecdote rigolote. Donc vous voyez l'extrême ironie de la chose, hein, que les Américains aient repris les travaux de ce physicien russe. Bon, bref, avion extraordinaire, mais qui coûte tellement cher que ça en est complètement fou. Hein. Le hangar spécifique pour le B2 coûte 20 millions de dollars au bas mot pour chaque B2. Ils font un hangar spécifique avec une température et une humidité absolument précises à cause de la peinture, parce que c'est ça en fait ce qui est vraiment révolutionnaire. Quoi. Il y a beaucoup de choses révolutionnaires dans cet appareil, mais la chose la plus révolutionnaire, c'est sa peinture, hein, qui coûte environ 15 000 dollars au mètre carré. Donc avant qu'ils inventent les hangars, parce que le coût des hangars c'est nouveau, à chaque fois fallait qu'ils remettent un coup de peinture après chaque mission. Parce que c'est une peinture qui est extrêmement fragile quand l'avion est dehors, aux intempéries. C'est une peinture extrêmement fragile. Voilà. Et donc des coûts absolument fous pour la création de l'avion, mais aussi pour sa maintenance. Mais bon, bref, pour finir sur une note positive, c'est un avion qui a été conçu dans les années 80. Le premier modèle a volé en 1993, mais il n'y avait pas de problème technique majeur qui ont fait qu'il y a eu un accident. Vous allez me dire, vu le prix de l'appareil, heureusement. Mais bon, c'était à l'époque où il n'y avait pas le wokisme, il y avait encore un grand sérieux au niveau des ingénieurs, des développeurs, bref, des personnes qui s'occupaient à la création de cet avion. Tout était encore très sérieux dans les institutions américaines. Et vous avez vu que maintenant, ça a beaucoup changé. Parce que les grands avions américains qui ont un petit peu changé la donne, comme le F-15, ben, le B-2, le F-16, etc., en leur temps, eh bien tout ça, c'est des avions en réalité anciens, maintenant qu'on pourrait qualifier d'anciens. Mais à cette époque-là, on faisait les choses sérieusement. Hein, c'est comme la NASA. Maintenant, la NASA, elle est incapable de faire des progrès grandioses toute seule. Maintenant, la NASA doit faire appel à SpaceX d'Elon Musk. Sinon, c'est fini. La NASA ne peut plus faire de projets grandioses sans l'aide du privé et là de SpaceX. Et c'est un signe des temps absolument révélateur.
Alors là maintenant sur CNews, on a astronautes bloqués à bord de l'ISS. 5 choses à savoir sur la capsule Boeing Starliner. Donc que lit-on? Alors qu'ils devaient rester une semaine dans la station spatiale internationale, 2 astronautes se retrouvent bloqués à bord du nouveau vaisseau Starliner créé par Boeing. Un premier vol avec un équipage raté pour le géant américain qui pourrait avoir de grandes conséquences. Donc, retard à l'atterrissage, Butch Wilmore et Sonny Williams sont les 2 astronautes qu'a choisi Boeing pour se rendre dans la station spatiale internationale à bord de la capsule Starliner. Cette ultime mission test avant le début des opérations régulières tourne à la catastrophe pour le géant américain. Alors qu'ils devaient rester dans l'ISS pour une semaine, les 2 astronautes sont actuellement bloqués dans l'espace depuis plus de 2 mois à cause de problèmes sur le système de propulsion ainsi que de fuite d'hélium. Une première expérience en vol avec un équipage chaotique pour Boeing qui travaille sur ce vaisseau depuis de nombreuses années. Voici les 5 choses à savoir sur la capsule Boeing Starliner. Bon, on va pas tout lire, hein, on va s'arrêter là. Boeing enchaîne les échecs sur ce projet depuis 10 ans. Boeing a été chargé il y a 10 ans par la NASA de développer une nouvelle capsule pour disposer de véhicules spatiaux transportant des êtres humains. Depuis cette commande, le géant de l'industrie aéronautique enchaîne les couacs avec des années de reports successifs, un premier vol sans équipage raté en 2019 et 2 tentatives de décollage annulées au dernier moment cette année. Vous voyez, c'était il y a 10 ans. Donc, on parle grosso modo hein, au niveau temporel, hein, grosso modo. Vous voyez, 10 ans, c'est à peu près le temps où le wokisme a démarré aux États-Unis. Il avait démarré bien avant, hein, mais de manière massive, ça a commencé aux États-Unis il y a environ 10 ans. Et vous voyez, tout concorde. Tout concorde. Donc, et je vous rappelle encore une fois que le V-22 Osprey dont on a parlé, c'est Boeing aussi, hein. Mais vous allez voir, là on a parlé du Starliner, je vais vous donner la touche finale avec ce qu'il y a quand même de plus important. Là on regarde un article de France 24, et là cette fois on va parler de Boeing tel qu'il est connu dans le monde entier, c'est-à-dire les avions civils. Crash, panne, incidents à répétition, les déboires s'accumulent pour Boeing. Boeing, le géant de l'aéronautique américain, a annoncé mardi renforcer ses procédures de sécurité et de qualité après une série d'incidents. 2 accidents meurtriers du 737 MAX en 2018 et 2019 ont déjà plongé l'entreprise dans une crise profonde, mais une porte arrachée en plein vol en janvier et d'autres incidents entachent un peu plus sa réputation. Retour raté sur des ratés en série. Alors, on va lire uniquement ce qui est surligné, puis je m'arrête là. Série noire pour Boeing. John Barnett, un ancien employé du géant de l'aéronautique américain, a été retrouvé mort lundi 11 mars sur le parking d'un hôtel de Charleston en Caroline du Sud avec des blessures auto-infligées selon les autorités. Et là, accrochez-vous bien. Accrochez-vous bien. Là, vous voyez à quel point Boeing fait partie de l'état profond. Hein, parce que Boeing, certes, c'est une entreprise privée, mais qui fait surtout beaucoup de bénéfices pour le côté militaire. Hein, puisque Boeing est un pilier du complexe militaro-industriel américain. Retraité depuis 2017, John Barnett était devenu un lanceur d'alerte, s'exprimant sur les problèmes de sécurité chez Boeing. Et donc en fait, plus exactement, il s'était plaint de la qualité de fabrication des pièces, et en plus des pièces très importantes pour la sécurité de l'appareil, pièces qui étaient d'une qualité de fabrication médiocre. Et là où il a critiqué Boeing, c'est parce que Boeing le savait très bien. Mais tout ça pour engranger plus de bénéfices sur des pièces qui coûtent une fortune, eh bien Boeing a été d'accord pour baisser la qualité de ses pièces. Et c'est pour ça que ce lanceur d'alerte a critiqué Boeing. Et oui. Et là, il était en plein procès contre son ancien employeur après son départ en retraite pour raison de santé.
Une enquête policière est en cours pour déterminer les circonstances exactes du décès. Il est mort avec des blessures auto-infligées en plein procès. En plein procès. Sachant que, évidemment, ce John Barnett n'avait aucun antécédent à tendance suicidaire, et qu'en plus c'est un lanceur d'alerte, ça veut dire que c'était quelqu'un de très courageux. Et en plus, alors là, bon, c'est moi qui ajoute ça, le procès de John Barnett, s'il avait gagné, il aurait pu avoir énormément d'argent. Alors dans le sens, parce que ça se fait énormément aux États-Unis, c'est-à-dire les procès à l'amiable, John Barnett aurait pu devenir extrêmement riche et avoir potentiellement des centaines de millions de dollars de Boeing pour qu'il se taise et qu'il arrête le procès. Or, Boeing qui a certainement fait ça en tant que premier geste, parce qu'ils le font tous, hein, quand ça atteint de telles dimensions d'entreprise, des entreprises si riches que ça, hein, comme Pfizer ou autres, c'est ce qu'ils font toujours. D'abord, ils essayent de faire à l'amiable pour que le plaignant abandonne la plainte. Ils essayent toujours de faire ça. Et John Barnett, lui, il a dû refuser, certainement. Parce qu'encore une fois, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, lui, il voulait aller jusqu'au bout. Et il se serait suicidé, comme par hasard, en plein procès. Bon, bien évidemment, il a été assassiné. Ça, c'est pour vous montrer à quel point Boeing, évidemment, fait partie de l'état profond, mais comme bien d'autres, hein, Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin, etc., bien évidemment. Sa mort intervient alors que le géant de l'aéronautique est dans la tourmente depuis le début de l'année. L'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne a déclaré jeudi qu'elle pourrait lui retirer certaines approbations si nécessaire, notamment après la chute d'une porte d'un 737 MAX en plein vol en janvier. Cet incident est venu compléter la liste de déboires du groupe Darlington qui se sont accumulés ces dernières années et implique notamment ce modèle. Les crashs de 2 appareils, alors là accrochez-vous bien, en 2018 et 2019, causant au total la mort de 346 personnes, ont marqué un tournant tragique. Retour sur ces incidents à répétition et on ne va pas en parler. Environ 350 morts. Et ça, c'était en 2018-2019. Vous voyez, là, on est en pleine montée du wokisme. Et comme par hasard, ça date au moment où BlackRock instaure le DEI chez Boeing. Et oui. Alors, il était juste instauré là. Hein. Il n'a pas été aussi renforcé comme il l'est aujourd'hui, en fait, dès 2021, où là, c'est devenu carrément obligatoire pour tout le complexe militaro-industriel américain, mais il a été implanté dans ces années-là à peu près. Le DEI, hein, Diversity, Equity et Inclusivity, hein, le wokisme quoi. Vous voyez? Et tout correspond, les dates correspondent. Donc voilà, il faut pas se voiler la face. C'est un signe, bon, évidemment, un signe aussi de la dégénérescence de ces compagnies, du wokisme, certes, en grande majorité, mais aussi de l'effondrement des États-Unis dans son entièreté à tous les niveaux. Voilà, donc tout cela est parfaitement logique et c'est extrêmement inquiétant pour l'Amérique. Parce que là, on a parlé que de l'aviation, mais c'est comme ça dans beaucoup de choses. Hein. Pour les bateaux, c'est pareil. Au niveau de la Navy aux États-Unis, on atteint un point critique de dégénérescence, entre guillemets, où tout va à volo, avec des pertes absolument énormes au niveau de l'argent, hein, parce qu'il y a énormément d'accidents dans la Navy, ils n'arrivent pas à recruter, et comme on peut le voir dans cet article sur la marine américaine, la production de navires de guerre de la marine américaine est dans son pire état depuis 25 ans. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Alors l'article est absolument énorme,
Et d'ailleurs, on sent les militaires en colère. Et contre le wokisme. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Bah, c'est le wokisme. Encore une fois. Alors vous allez me dire pourquoi 25 ans dans son pire état depuis 25 ans? Puisqu'il y a un peu plus de 25 ans, les États-Unis avaient plutôt alloué la plupart des budgets militaires pour l'aviation et pour des projets spécifiques comme les lasers destructeurs de missiles, le F-22, les missiles hypersoniques et le B-2 surtout. Donc tout ça, ça a été des puits sans fond en dollars. Et donc la Navy avait été un peu laissée tomber à cette époque-là. Bon, après, c'est remonté, mais voilà pourquoi depuis 25 ans. Donc le wokisme, voilà, on en revient toujours à là. Et quand on lit l'article, eh bien, on a un wokisme qui est imposé au sein des militaires. Alors, et en plus de ça, il y a aussi la paye qui est faible. Donc, quand les militaires arrivent à la Navy, puisque là on parle de la Navy, quand ils découvrent ce que c'est, ben, ils s'en vont, tout simplement. Alors là, ils parlent de la paye qui est faible, mais ça a toujours été dans la Navy, toujours. Donc pourquoi là, ils s'en vont quand ils sont recrutés? Ben, principalement à cause du wokisme. Donc tout simplement, ils n'ont pas signé pour ça. Donc quand ils voient des spectacles de drag queen dans des bases militaires terrestres, mais aussi sur les bateaux, parce que là on parle de la Navy, aussi sur les bateaux, il y a des spectacles de drag queen réguliers dans les bases militaires américaines, hein, il faut le savoir, hein, hein, et en plus, non seulement il y a ça, mais en plus, il y a des fascicules qui sont donnés à tous les soldats américains concernant le wokisme qui doit être respecté au sein de l'armée. Hein. Donc le LGBT est poussé énormément au sein de l'armée américaine. Et le pire, c'est qu'il y a des livres qui sont donnés aux enfants de soldats aussi. Aux enfants de soldats. Des livres gratuits, hein, pour éveiller les soldats aux minorités LGBT. Voilà. Pour éveiller les soldats. Et donc moi j'en avais fait une vidéo sur YouTube il y a quelque temps où Lloyd Austin avait été inquisitionné au Congrès américain par le sénateur républicain Matt Gaetz qui montrait ses livres devant le Congrès et qui demandait à Lloyd Austin de s'expliquer pourquoi il y avait des spectacles de drag queen dans les bases terrestres américaines ainsi que sur les navires de guerre. Il demandait à s'expliquer. Et Lloyd Austin avait répondu que tout simplement c'était une directive gouvernementale qu'il appliquait, tout simplement, et qui venait directement du président américain, Joe Biden, et que cela participait à la modernisation de l'armée dans son ensemble et permettait d'avoir une armée beaucoup plus tolérante, mais en tous les cas, c'est un problème qui a secoué l'Amérique, hein, au Sénat, au Congrès, à la Chambre des représentants. Donc c'est dans l'air du temps et c'est comme ça. Et cela semble inarrêtable, hein. Rien ne semble arrêter cela, hein. Alors on verra si Trump, quand il sera président, si il devient président, est-ce qu'il fera quelque chose au sein de l'armée pour changer cela? Nous verrons bien. Et j'arrête là, c'était mes derniers mots. Encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne.